Donc après le cours, si vous avez des questions à poser, là, vous pourrez monter sur le panel pour poser vos questions et pour que je puisse vous donner des compléments d'information. OK? Donc je me répète encore une fois, par rapport à la lecture du livre de Malek Chebel, j'effectue une lecture avec les lunettes africaines ou panafricaines, ce qui va vous donner des compléments d'information par rapport à ce que Malek Chebel a lui-même écrit dans son bouquin. Donc je ne fais pas qu'une lecture, hein, j'effectue une critique de son livre, positive ou négative, certes, mais c'est une critique pour vous donner des compléments d'information concernant notre histoire, sachant que sur ce compte principal, je traite essentiellement de l'histoire de l'Afrique noire, d'accord? Sur ce compte-là, hein, ok? Voilà. Alors, ça ne sert à rien d'envoyer des invitations. Je ne débat pas, je ne fais monter personne, ok? Donc les invitations, ça ne sert à rien. Peut-être en deuxième partie, peut-être que vous pourrez monter sur le panel et ce n'est pas sûr. Ce n'est pas sûr. Alors, bah écoutez, je vais commencer tout de suite. OK? Donc par contre, je vais vous demander pour les personnes ici présentes soutenant ma démarche, je vais vous demander de tapoter un maximum parce que je viens de recouvrir ce compte aujourd'hui. Et connaissant TikTok, en fait, lorsqu'on a été banni pendant une semaine, lorsque tu recouvres ton compte, il est encore très sensible, hein. Il suffirait d'un rien pour que le compte saute une nouvelle fois. Et ce sera ennuyant, vu que c'est un compte sur lequel on est amené à se partager du savoir, de la connaissance, etc. OK? Bon. Alors, je reprends aussi mes notes, mes différentes notes, pour bien bosser. Okay. Donc, on va encore parler d'une thématique assez sensible. Donc, là, je ne sais pas, je pense que vous avez remarqué que j'ai établi, ou du moins j'ai mis en place un nouveau format de vidéo. Bon, ce n'est pas un nouveau format, c'est plus de nouveaux épisodes. Donc, souvent sur ce compte, j'effectue des vidéos, je partage des éléments de connaissance à travers mes bouquins, mes recherches, s'appelant Vérité historique. Donc, vous pourrez visiter différentes vidéos sur mon profil de vérité historique. Donc, ça parle encore, hein, de l'histoire de l'Afrique noire. Donc, les premières vidéos concernent des différents éléments que j'ai pu récolter vis-à-vis des prophètes. D'accord? J'ai également fait des vidéos par rapport à l'histoire, la réelle histoire de l'Arabie du Sud, document à l'appui. Je vous ai présenté certains auteurs. Je pense que j'ai fait un petit point focal sur Al-Jahriz. OK. Ensuite, j'ai effectué des vidéos sur la tradition. Quelques vidéos sur la tradition africaine. Donc, les relations, les liens qu'il y a entre l'Afrique de l'Ouest et l'ancien empire pharaonique et l'Égypte antique. Donc, vous pourrez aller voir ces mini-vidéos dans lesquelles je distribue des éléments de connaissance avec, donc, c'est pas genre je parle, je mets de belles images, etc., comme on peut voir sur TikTok. Moi, c'est pas trop mon style parce que mon but, c'est de vous édifier. Donc, je vous partage vraiment des références. Donc, je vous mets la référence, je vous mets le livre. Dans les vidéos, vous voyez le livre. Vous avez la référence du livre. Comme ça, comme à mon habitude. Donc, moi, toutes mes vidéos sont documentées. Voilà, je mets toujours mes documents. Donc, il y a cela. Et là, maintenant, je suis en train de faire une nouvelle session de vidéo, à savoir la pilule rouge historique, OK, où effectivement, je vais balancer des faits d'histoire qui ne sont pas relayés très souvent dans beaucoup de communautés et beaucoup de peuples. Donc, j'avais commencé en chemtarologie avec l'esclavage en Égypte antique, où on a étudié le livre d'Aboubakr Moussalam, d'accord,
où je prouve concrètement, hein, je pense que j'avais fait une vidéo, mais ce n'était pas sur ce compte, peut-être en chemtarologie, ou peut-être sur ce compte, où je prouve concrètement que l'esclavage a bien existé en Égypte antique. Maintenant, détracteurs ou pas, les détracteurs, si vous le souhaitez, bah, rapportez vos sources, parce que moi j'ai toutes mes sources, et je pense qu'à ce niveau-là, il faudra aussi que vous puissiez aussi lire les hiéroglyphes, pour qu'on puisse entrer ensemble dans les hiéroglyphes, et voir exactement de quoi il en retourne. Donc, comme j'ai fait toute une série de vidéos et des lives sur l'esclavage, le fait qu'il y ait eu l'esclavage en Égypte antique, donc toujours dans cette lancée, donc là je suis en train d'aborder l'esclavage en terre d'islam. Ensuite, je vais m'arrêter là pour l'esclavage. J'y reviendrai plus tard, peut-être avec le commerce triangulaire, etc. Donc l'esclavage transatlantique. Peut-être qu'on en parlera, et encore, je ne suis pas sûr, parce que je vais enchaîner avec un gros pavé. Donc je vous le redis encore, vu que ça va faire une semaine qu'on ne s'est pas vu. Je vais enchaîner avec un gros pavé où cette année, on va revoir toute l'histoire de l'Afrique noire, de son début jusqu'à nos jours, à travers le livre. Donc là, je suis en train de terminer le livre de Joseph Kizerbo, euh, un best-seller, voilà, parlant de l'histoire de l'Afrique noire. Et donc, pareil, je vous lirai quelques documents, je vous lirai le livre, j'apporterai des critiques, mais franchement, mon niveau par rapport à Joseph Kizerbo, je ne sais même pas de quelle manière je pourrais le critiquer, concrètement parlant. Peut-être si je le mets en parallèle, par exemple, avec les livres écrits par Diop ou d'autres auteurs africains ou occidentaux, ouais, je vais faire ça. Donc, en fait, je vais comparer, quand je vais vous lire les parties de Joseph Kizerbo pour que ce soit vraiment instructif et être vraiment dans la critique. Donc j'utiliserai d'autres auteurs d'autres auteurs et d'autres chercheurs qui vraiment mettront en contradiction ce que j'ai vu chez Joseph Kizerbo. Mais ça va être difficile. Donc là, en fait, je vous mettrai plus des auteurs africanistes. D'accord? Parce que généralement, les auteurs africains ou négro-africains s'accordent sur beaucoup d'éléments, quoique il y en a qui se contredisent. Donc dans ce cas-là, je vous prendrai plus des africanistes ou des ethnologues français. Voilà. Comme les Delafosse et compagnie, vous savez, les personnes qui ont raconté l'histoire de l'Afrique en quelque sorte. De cette manière, on effectuera vraiment un travail objectif, vous voyez. Parce que moi, ce que je recherche, c'est pas forcément, c'est vraiment l'objectivité. C'est vraiment l'objectivité. Donc, vous voyez, là, j'aborde une thématique qui est pas facile. Moi-même, en tant que musulman, cette thématique, elle n'est pas facile. Donc, j'essaie de mettre un maximum... non, je ne mets pas ma foi de côté, pas du tout, parce que la foi, elle est avec toi, et puis voilà, quoi. Mais j'essaie d'aborder le sujet avec une grande objectivité, d'accord? Donc après, pour les frères et sœurs en islam qui sont assez sensibles, d'accord? Comme d'habitude, disclaimer, donc je vous invite à quitter le live, voilà, à quitter le live. Pour les frères et les sœurs en islam qui ne peuvent pas supporter, je vous invite à quitter le live. Auquel cas, prenez la pilule rouge. Voilà. Donc là, je vous ai sorti une nouvelle vidéo donc d'un youtubeur romain. Donc j'aime plutôt bien ces vidéos, elles sont bien faites. Parlant d'après lui, de l'origine de la négrophobie dans les pays du Maghreb et dans des pays arabes. Ok? Donc, et on va y venir. Hein. Plus on avancera dans le bouquin de Malek Shebel et plus vous allez comprendre des choses. Donc, c'est la raison pour laquelle ces sessions de vidéos, je les ai appelées la pilule rouge. Noir musulman, qu'est-ce que tu prends? Voilà. Donc, les pilules bleues, s'il vous plaît, sortez du live. Et je garde que les pilules rouges ici. D'accord? Bon, allez, je vais commencer. Assez discutaillé. On commence. Voilà.
Donc c'est bien parce que ce bouquin, on va le parcourir assez rapidement. Vous voyez, on a déjà fait tout ça ensemble. OK? Après, comme vous pouvez le voir, quand j'étudie un bouquin, ça se passe toujours comme ça. Donc, je l'ai vraiment bien étudié de fond en comble. Donc, ce qui me permet effectivement de vous donner des références. Et écoutez, très rapidement. Vu que j'ai plus qu'à aller sur une page, même quand on me pose des questions, je regarde par rapport à ma propre prise de notes, puis je vais sur la page et c'est tranquille. Donc, moi, je vous incite aussi lorsque vous lisez, ou du moins lorsque vous étudiez un bouquin, ne pas le lire comme ça à la va-vite, mais vraiment l'étudier pour effectuer derrière une bonne critique. OK? Donc, nous en sommes là. Alors, on est parti. L'eunuque, un esclave à part entière. Donc là, vous allez voir et comprendre comment on a fabriqué des eunuques. Alors, on est parti. L'eunuchisme consistait en une ablation de l'organe génital masculin avec, dans la plupart des cas, exérèse des testicules, donc l'ablation des testicules. Ce qui avait souvent pour conséquence la mort immédiate de l'esclave, bien entendu. En arabe, l'eunuque est dit mazloul, littéralement dépouillé, donc de testicules. Ongre ou mouksi ou khassi, soit châtré ou castra. Il est surtout originaire du Soudan et de Nubie. La plupart des eunuques, donc, c'était des Noirs. Donc, il est surtout originaire du Soudan et de Nubie, pour la grande majorité. Parfois d'Éthiopie. Donc là, bon, on a vu dans les lives précédents qu'ils n'ont pas du tout respecté les consignes du prophète alayhi salatu wa salam. On a vu, je vous ai cité les califes qui sont vraiment partis en cacahuètes, etc. Donc là, les amis, rien à voir avec l'islam, bien entendu. D'autant plus qu'il y a des hadiths du prophète stipulant le fait qu'il ne fallait pas toucher aux Éthiopiens. Eu égard à la première hijra effectuée chez le Négus en tiers d'Éthiopiens. Mais bon, ça, c'est autre chose. C'est vraiment autre chose. Dès la mort du prophète, c'est là où les choses sont vraiment parties en couille entre les musulmans. Donc, voire même, les oulémas parlent de cette période-là comme étant la grande fitna. Voilà, il y a tout un historique et c'est bien entendu documenté en islam. Et il y a par exemple un grand savant de l'islam qui a documenté les deux grandes périodes de la grande fitna en islam. Donc, il s'appelle, si vous souhaitez le noter, donc il s'appelle El-Hassan Hafan El-Malik. D'accord? Donc, El-Hassan Hafan El-Malik. Voilà, son livre, il s'appelle Fitna. Vous allez le retrouver. Alors, on continue. Ou de manière indistincte de la Corne de l'Afrique. Quoique certaines zones, comme la Somalie, n'aient pas connu de fabrique d'eunuques, donc il y avait aussi également des fabriques d'eunuques, okay, sans qu'on l'on puisse expliquer pourquoi, sans doute, manque-t-on là de témoignages. Continuons. J'essaie de trouver une bonne position, en fait. Voilà. De toute façon, nous disposons d'une information plutôt mitigée concernant le phénomène, étrange à tous les égards, de la castration des esclaves et de leurs usages dans les palais princiers. Bon, on a vu l'esclavage sexuel. La Chine impériale fut la nation la plus impliquée et la plus experte dans ce domaine. Dans une très large mesure, toutes les autres nations ont appris d'elle les techniques d'ablation. D'accord ? Ainsi que la finalité de l'opération. Cette pratique s'est perpétuée dans l'Empire du Milieu jusqu'à la fin du XIXe siècle, ainsi qu'en témoigne l'ouvrage de Yu Chunhee, eunuque de l'impératrice Xiaoding, qui a passé 18 années dans la cité interdite. Donc, je vous donne l'origine de cette technique, ou du moins quel peuple la pratiquait à l'origine. Dans ses lettres Personas, Montesquieu rappelait, parlant à l'eunuque musulman, qu'il fut persan à proprement parler, ou turc, qu'il était à la fois le fléau du vice et la colonne de la fidélité.
Déjà, bon, en islam, vous le voyez, eunuque musulman, ça ne devait pas exister. Hein. Mais bon, on a vu dans les précédents chapitres les dingueries qu'ils ont effectuées. C'est dire l'extrême ambivalence qui caractérise ce personnage étrange, quasi surréaliste, que les Grecs nommaient gardien du lit, et dont Platon, dans la République 5.22, a cherché à dénouer l'énigme. Toutes les civilisations anciennes ont connu l'eunuque. Rome et Byzance avaient leur cohorte d'eunuques, hommes imberbes, un euphémisme, qui participaient aux rites et aux mystères, voire occupaient de hautes charges dans l'administration du palais. De son côté, l'Asie mineure avait pratiqué la mise en servitude des femmes dans un lieu clos et castré des hommes pour les garder. C'est à l'exemple des Byzantins, semble-t-il, que les Turcs se mirent à leur tour à cloîtrer les femmes. Vous voyez, l'influence des Byzantins, continuons. Le cas des castrats, enfin, après avoir été employés et choyés à la chapelle pontificale du XVIe siècle, les castrats italiens, tels que Farinelli, au XVIIIe siècle, faisaient frémir les belles vénitiennes et de leur voix, au perché, enflammer le public des opéras. Ils étaient élevés dans cette optique depuis l'enfance et ne connaissaient rien de mieux que les coulisses des scènes européennes. Bon, apparemment, ils avaient des qualités de soprano, les eunuques. Dans nombre de relations de voyage, la question de l'eunuque a été abordée avec complaisance et dérision. Un malaise évident nourri d'abord par l'incompréhension a travaillé la perception des observateurs contemporains de l'eunuchisme. Ainsi, Ibn Fadlan, Xe siècle, qui, en 921-22, conduisit une ambassade dans le pays khazar, témoigne le propos des concubines et des eunuques des bords de la Volga. La coutume est que le roi des Khazars ait 25 femmes, dont chacune est la fille d'un roi des pays voisins. Il la prend de gré ou de force. Il a aussi des esclaves concubines pour sa couche, au nombre de 60, qui sont toutes d'une extrême beauté. Toutes ces femmes, libres ou esclaves, sont dans un château isolé, dans lequel chacune a un pavillon à coupole recouvert de bois de teck, et chaque pavillon est entouré d'une tente. Chacune d'elles a un eunuque qui la soustrait aux égards. Quand le roi veut cohabiter avec l'une d'elles, il envoie un messager à l'eunuque qui la garde, et il arrive avec elle plus promptement que le mouvement d'un clin d'œil pour la mettre dans son lit. Et il reste debout à la porte du pavillon. Quand le roi a terminé, l'eunuque le prend par la main et s'en retourne, sans la quitter un seul instant. Au début, sans commentaire, je pense que vous avez compris. Au début du XVIe siècle, Jean-Léon l'Africain, attention, Jean-Léon l'Africain, en fait, c'est un grand historien de référence. D'accord ? Retenez bien son nom. Je vais mettre de ses bouquins. 1483 à 1554 signale le phénomène à la cour du roi de Tlemcen où de nombreux eunuques sont affectés à la garde des femmes. Ces descriptions sont parfois émouvantes. Ainsi celle de William Lamprière, médecin anglais reçu à la fin du XVIIIe siècle, à la cour de Sidi Mohamed, roi du Maroc, en vue de soigner l'héritier du trône d'une affection à l'œil. À défaut d'être poétique, cette relation est d'une redoutable précision. Voici comment l'auteur décrit les monstres amphibies qui gardent le harem. Aussitôt que le prince eut décidé que j'entrais dans le harem de ces femmes, il ordonna qu'on me conduisit avec mon interprète. Le chef des eunuques me reçoit à la porte. Il est à observer que les eunuques chargés spécialement de la garde des femmes sont issus d'esclaves nègres. Leur tournure est en général grosse et courte. Si quelques-uns deviennent un peu plus grands que les autres, c'est toujours aux dépens d'une bonne conformation. Il est rare qu'ils ne soient pas difformes et estropiés. Tu vois, eunuque, en même temps difforme et estropié. La voix des eunuques a un accent particulier. Elle ressemble un peu à celle des jeunes gens qui sont encore dans l'adolescence. Enfin, ces êtres mutilés offrent tout à la fois une image dégoûtante de faiblesse et de monstruosité. L'auteur qu'on leur donne sur un sexe qu'ils tyrannisent leur fait prendre un air d'importance. Ils sont fiers et plus insolents qu'on ne saurait l'imaginer.
J'eusse été moi-même victime de leur méchanceté, si en entrant dans le sérail, je ne fusse pas mis en garde contre la bassesse de leur caractère. Étant accompagné du chef des monstres amphibies, je passai la porte du harem dont la garde leur était confiée. Je marchai ensuite assez longtemps sous une voûte obscure qui me conduisit dans la cour autour de laquelle étaient les appartements des femmes. En la traversant, j'aperçus une grande quantité de personnes du sexe et des enfants blancs et noirs. Oui, oui, parce qu'il y avait des enfants aussi. On a vu la pédérastie chez eux. D'accord? Voilà. J'appris les esclaves qui les servaient. Que des dingueries. Continuons. Non, mais je vous le dis, hein, plus vous allez prendre de la connaissance et plus que vous allez voir les anciennes civilisations africaines, etc., on a vraiment rien à leur envier d'un point de vue historique. Hein, parce qu'ils ont pris le temps de falsifier notre histoire, tout simplement. Mais vraiment, on n'a rien à leur envier. On doit même leur montrer l'exemple. Hein. Ah ouais, non, mais je vous le dis. De toute manière, on va le voir ensemble. On va le voir ensemble cette année, Inch'Allah. Continuons. À l'instar de ce qui se passait à la cour du Maroc, beaucoup de dynasties musulmanes ont entretenu à grands frais des eunuques, ces derniers montrant des qualités que d'autres serviteurs n'avaient pas. L'histoire nous a gardé les noms de ces êtres dépouillés de leur virilité, mais passés maîtres dans l'administration, la finance ou le commandement militaire. Les eunuques sont employés à diverses tâches, au sein ou en dehors du palais, à des grandes demeures. À côté des eunuques du harem et ceux du diwan gouvernement, on retrouve ainsi des eunuques tour à tour, tout autour des lieux saints de l'islam. Leur fonction consiste à séparer les croyants et à les canaliser en fonction de leur sexe, les femmes d'un côté et les hommes de l'autre. L'eunuque est un esclave à part. À son corps défendant, il réunit en une seule personne la propension du despote à vouloir gouverner sans rivalité masculine et l'extrême servilité de celui qui est dépourvu de virilité, un champon humain, et qui, ce faisant, n'a aucun désir à faire valoir. L'esclave à part, mais esclave tout de même, et non des moindres, car sa fonction est qualifiée de stratégique par tous les théologiens qui ont cherché à réguler sa place dans le cadre de la ville musulmane. L'eunuque est mêlé aux affaires l'eunuque est mêlé de près aux affaires internes du palais, ce qui amène certains à nourrir les velléités que n'ont pas ceux qui vivent sur le front et aux frontières de l'Empire. Ainsi, chaque eunuque fait partie d'un dispositif de surveillance réciproque qui alimente les suspicions et des jalousies à l'issue parfois fatale. L'eunuque qui surveille de très près le harem est lui-même surveillé en permanence. Dès l'instant où sa présence devient gênante ou peu fiable aux yeux de ses maîtres, il est vite éloigné, sans ménagement, voire éliminé physiquement. Un tabou extrême couvre cette aberration. Aucune culture virile n'accepte aisément de se voir dépouillée de l'attribut le plus emblématique de sa puissance. Et de ce point de vue, la castration est un phénomène barré, inexistant, fantasmatique. Aussi, pour mieux le reléguer à une place secondaire, on présente souvent l'eunuque de manière folklorique, de façon à ne créer qu'une légère catharsis visant à apaiser la culpabilité des marchands d'articles humains. Par hypothèse, je me dis que l'existence même de l'eunuque est censée rendre d'éminents services à ceux des potentats qui, quoique musulmans, dont attachés à l'intégrité corporelle de l'être humain, acceptent de employer des êtres privés de leurs organes qui présentent l'avantage de garder et laisser en paix le harem. Le mauvais musulman accepte dès lors deux iniquités superposées, avoir tant d'épouses qui ne peut toutes les satisfaire, châtrer des hommes qui, en l'espèce, pourraient le faire à sa place. Voilà, donc là, bravo Malik Chebel, t'as bien précisé, le mauvais musulman. Oui, oui, faut pas croire que tous les musulmans sont des enfants de cœur, surtout à l'époque, bon. L'eunuque déplaît autant à Dieu qu'aux hommes, que Dieu l'ait en sa miséricorde, dit Al-Jariz, que nous avons déjà rencontré à propos des esclaves chanteuses. Il n'est ni homme ni femme. Son tempérament se situe entre celui des femmes et celui des enfants. Ses défauts sont si nombreux qu'une femme ayant les mêmes
Les mêmes ne méritent pas d'être approchées, toute séductrice qu'elle ne peut être. L'eunuque est quelqu'un de cyclotimique, d'humeur changeante, quoi. De la contenance, de la douceur et de la fraîcheur, il passe rapidement à l'apathie la plus grande. Il devient soudain grave, triste et rabougri, alors qu'il était à l'instant d'avant hilar et joyeux. Le statut de l'eunuque a choqué des générations d'humanistes qui n'entendaient pas accepter que le corps humain pût être mutilé pour une simple mise en servitude ou pour obtenir des tessitures conférées à des voix supposées célestes. Le phénomène n'est pourtant pas si vieux. Le dernier castrat napolitain connu, Alessandro Moretti, est mort en 1922, pratiquement la même année que le califat ottoman. Mais les fabriques d'eunuques, industrie d'un genre très particulier, ont eu cours dans toute l'Europe et dans quelques pays arabes jusqu'à la fin du 19e. C'est à savoir aussi. Ok ? Continuons. Les exemples ne manquent pas. Charles-Emmanuel Dufour note qu'au IXe siècle, Verdun en Lorraine est aussi le centre de castration où les marchands d'esclaves, le plus souvent juifs, font subir la terrible opération à des enfants slaves qu'ils vont ensuite vendre en Espagne musulmane à des prix extrêmement élevés, car aucun article humain n'est plus cher que l'eunuque, à savoir une denrée rare. Aussi bien à Verdun qu'en terre d'islam, l'intervention chirurgicale très délicate est généralement faite par des médecins juifs, comme par hasard. Elle est fort risquée, assez souvent, elle entraîne la mort du patient. Cet acte opératoire consiste en la suppression des testicules, complétée parfois par l'ablation de la verge. Il crée un type humain très caractéristique. Le castrat est toujours un jeune enfant, beau de préférence. Waouh. Oui, oui. Les médecins juifs opèrent, les médecins arabes vendent, les médecins chrétiens utilisent dans leurs chapelles et leurs corps de ballet. Belle solidarité de monothéistes. Il fait don d'ironie là. Donc, on le voit bien que quand ils veulent s'entendre, ils peuvent s'entendre. Hein. Il n'y a pas de problème. Là, il n'y a pas de question de religion. Hein. Là, c'est l'argent qui parle. Et ça persiste ça à l'heure actuelle. L'auteur de la relation de la Chine et de l'Inde, ouvrage anonyme datant de 851 après JC, mentionne à plusieurs reprises la classe des eunuques. Selon lui, les eunuques occupaient une place extrêmement privilégiée en Inde, mais surtout en Chine, où ils secondaient l'empereur centrale et le gouverneur de province. On dit que le roi de la Chine a plus de 200 villes métropoles. Chacune d'elles a son prince et son eunuque. Préposés aux finances, à l'économie, à l'administration de l'Empire, ils sont appréciés pour leur docilité et leur zèle. Okay. Certains parents n'hésitaient pas à émasculer leurs fils afin de leur ouvrir la voie à une carrière auprès de l'empereur. Ouais. Moyen tout ça. Hein. Alors on continue. Je vais juste voir. 3 minutes, ok. Les voyageurs arabes ne cachent pas l'horreur que leur inspire cette infâme ablation. Si au Xe siècle, le voyageur palestinien Al-Muqaddasi ne fait que constater les 3 sortes de commerce d'eunuques, celle que pratiquaient les Slaves et les Roums, celle des Noirs ou Abyssins, celle des Berbères al-Omari au milieu du XIVe siècle, rappelle en revanche que les souverains musulmans de son temps, comme celui d'Amhara, en Abyssinie, tiennent pour abominable toute pratique visant à priver un esclave de ses attributs mâles. La division entre eunuques slaves et abyssins
est celle que l'on trouve dans le livre des animaux de Al-Jahiz, lequel prétend que l'opération entraîne une débilité avancée chez les abyssins, qui en sortent abîmés et déprimés, alors qu'elle préserve la beauté et l'intelligence des Slaves. Si Al-Jahiz est connu pour son sens aigu de l'observation, il fait ici un distinguo, pour le moins douteux, car on imagine mal des garçons se trouvant plus joyeux et intelligents après une telle mutilation. Bien entendu, Al-Homari signale qu'une fabrique d'eunuques existait bel et bien dans le pays Haïda, limitrophe de celui d'Arababni, au sud de l'actuel Addis Abeba. C'est au pays Haïdia, note-t-il, que l'on importe des eunuques provenant du pays des infidèles. Le marchand El-Hajj Faraj Al-Founi le Nubien, m'a raconté que le souverain d'Amhara interdit de castrer les esclaves, qu'il considère cet acte comme abominable et tient fermement la main à sa répression. Mais les brigands s'en vont à une ville appelée Waslou, qui est peuplée d'une population mélangée et sans religion. Et c'est là que l'on castre les esclaves, cités par Al-Masalik El-Absar fi Mamalik Al-Amsar. Un tel usage paraît quasi universel ou s'étend en tout cas à plusieurs continents. On apprend que Ibn Akwal, voyageur arabe de la haute Mésopotamie, à la fin du Xe siècle, que les enfants qui survivaient à cette cruelle opération étaient envoyés en Espagne où les grands les achetaient fort cher. Il semble que ce commerce était alors devenu si courant que l'on pouvait offrir des eunuques en cadeau, comme on offrait un cheval ou un bijou, à croire Al-Makiri. Les seigneurs français de Catalogne, voulant s'offrir des faveurs du calife de Cordoue, lui offrirent en 966, entre autres présents, 20 jeunes slavons faits eunuques. Vous voyez, hein? La mondialisation, là, c'est une mondialisation avancée. Là. Ok, continuons. Une multitude d'informations partielles nous sont encore données sur ce sujet qui intrigue autant l'ancien témoin que l'analyste contemporain. Les eunuques apparaissent ainsi dans 5 contes des Mille et une nuits, dont 3 sous un intitulé qui ne laisse planer aucun doute sur leur origine. Histoire du nègre Sahoub, premier eunuque soudanien. En fait soudanais, mais surtout africain. Histoire du nègre Kafour, second eunuque soudanien. Histoire du nègre Bakhtia, troisième eunuque soudanien. Bon, un peu. Alors, continuons. Les descriptions les plus fantaisistes courent sur les 2 opérations reconnues, la castration et l'émasculation. Dans un cas, le patient subit une intervention qui entrave le pénis. Dans l'autre, il se voit retirer l'appareil génital au complet, verge et testicules. Après la castration, les opérateurs introduisent dans le canal urinaire une tige de plomb que le mutilé sort au moment d'uriner, jusqu'au jour où la cautérisation est achevée. Un témoin cité par Al-Muqaddasi, Xe siècle, indique que cette tige ou baguette est placée chez l'eunuque depuis sa naissance. Il est enfin question de la cautérisation. De l'usage détourné de l'organe meurtri. Des conséquences de l'opération sur le psychisme de la victime. Ah, ça, c'est clair. La plaie est soignée au beurre. Un amalgame d'ongles divers y est appliqué. La castration est généralement pratiquée sur des garçons de 10 à 15 ans. L'âge requis afin que les bourses soient bien visibles. Le transport des cargaisons d'eunuques, comme des hôtes esclaves, se faisait par le port de Tadjoura, à destination de l'Égypte et de l'Aden. L'auteur fait remarquer que le nombre de ceux qui y laissaient la vie était loin supérieur au nombre de ceux qui en réchappaient, essentiellement faute de soins et d'hygiène.
L'opération touchant des centres vitaux. Il fallait compter une dizaine d'eunuques réussis pour 90 perdus. Vous voyez, 10 pour 90. C'est-à-dire qu'avant de prendre livraison de leur étrange commande, les trafiquants devaient faire montre de beaucoup de patience. Bien que la castration ait été abolie par un firmant décret envoyé par le sultan ottoman Mahmoud al-Mohammad Ali le 13 février 1841, la pratique de l'eunuchisme, ou eunucat, aussi barbare qu'elle a pu être, s'est perpétuée longtemps après. À la fin du XIXe siècle ou au début du Xe, un certain docteur Abati n'a cessé d'alerter les autorités publiques. Nous en avons gardé la trace écrite. Selon lui, au temps du khedive d'Égypte, un eunuque valait l'équivalent de 1000 € parfois plus. C'était une fortune, l'eunuque, à l'époque. Voilà, donc on va s'arrêter là. On est dans les temps, on a fait 40 minutes. Et voilà. Bon, pour ceux qui ont écouté, j'espère que la pilule rouge est bien passée, que vous l'avez avalée. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Là, vous pouvez monter pour poser des questions. On est à 40 minutes. Donc, je vous ai dit que les lives de partage de connaissances durent 45 minutes, 1 heure. Auquel cas, je coupe là. Et ensuite, la prochaine fois, Inch'Allah, on va lire les routes de l'esclavage. Bon, ça va être plus intéressant. Je trouve que ça va être plus intéressant que les eunuques. Là, j'aurai beaucoup de choses à vous dire sur les routes de l'esclavage. Surtout à partir de l'Afrique noire. C'est surtout ça qui va nous intéresser. Et je vais croiser ces éléments d'information avec le livre de Joseph Kizerbo. Bah alors, est-ce que vous avez compris, les gars? C'est difficile pour nous, Ah là 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 là. Donc effectivement, c'était une pratique vraiment internationale avec des réseaux bien faits au niveau de Occident. Donc c'est parti d'Asie, d'accord? Cette technique est partie d'Asie jusqu'à arriver en Occident. Bassin méditerranéen, monde arabe, Afrique. Donc voilà. Reste à savoir si ça s'est fait sur le continent américain. Mais l'histoire des Amériques du Nord, Amérique du Sud, je connais pas trop. J'irai voir mes frères antillais là, qui sont spécialisés de cette histoire-là, ils vont me raconter ça. Donc voilà, donc on va s'arrêter là pour ce soir. J'espère que ça vous a plu. Bon, je crois que ça a déplu aux gars. Puis je vous dis pas demain, mais un lundi pour continuer la lecture. Allez, portez-vous bien, la famille. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.